l'ombre, la lumière et le chemin vers soi. Bienvenue sur l'esprit de Jung. Ici, nous explorons les profondeurs de l'âme pour donner un sens à votre histoire. Personne ne prépare vraiment l'empathie à ce qui arrive après le bouleversement. On évoque souvent la crise, la traversée du désert, l'instant où tout semble se fissurer, mais presque jamais ce qui se trouve de l'autre côté. Et pourtant, c'est précisément cette renaissance qui fascinait le plus Carl Jung. Ce n'était pas la chute qui l'intriguait, mais la métamorphose. Car l'individu qui émerge d'un véritable éveil intérieur ne ressemble presque plus à celui qu'il était auparavant. Même les proches peuvent se sentir déstabilisés face à cette nouvelle présence. Quelque chose a changé en profondeur. Ce n'est pas simplement une amélioration. Ce n'est pas une version optimisée de l'ancien soi. C'est une restructuration complète. Et ce qui déroute le plus l'entourage, c'est que cette transformation ne correspond à aucune attente prévisible. L'empathique ne devient pas plus doux, ni plus disponible, ni plus fusionnel. Il devient autre chose. Quelque chose de plus ancré, de plus dense, parfois perçu comme distant. Pour ceux qui connaissaient l'ancienne version, cela peut sembler froid. Pour ceux qui rencontrent cette nouvelle version pour la première fois, cela dégage une force singulière, et pour l'empathie lui-même, cela ressemble enfin à un retour à la maison. Jung a observé ce phénomène durant des décennies de pratiques cliniques. Il voyait arriver dans son cabinet des individus hypersensibles, épuisés par les émotions des autres, incapables de distinguer leurs propres ressentis de ce qu'ils absorbaient. Ils vivaient dans une confusion permanente entre leur monde intérieur et celui des personnes qui les entouraient. Ils se donnaient entièrement dans leurs relations, jusqu'à ne plus savoir où ils commençaient, ni où les autres finissaient. Leur identité reposait sur leur utilité, sur leur capacité à comprendre, à soutenir, à apaiser. Ils existaient à travers les besoins des autres. Si quelqu'un souffrait, ils se sentaient investis d'une mission. Si quelqu'un les validait, ils se sentaient légitimes. Ce n'était pas simplement de la gentillesse. Jung voyait une architecture psychologique construite très tôt, souvent dans l'enfance comme stratégie de survie. Respirait un instant, laissez cela résonner. L'empathique avait appris que sa sécurité dépendait de sa capacité à anticiper et réguler les états émotionnels autour de lui. Il avait développé une sensibilité extraordinaire aux micro-expressions, aux variations d'énergie, aux tensions invisibles dans une pièce. Ce talent était réel, puissant, mais orienté exclusivement vers l'extérieur. Toute son attention était tournée vers les autres. Laissant son propre univers intérieur dans l'ombre, Jung décrivait cette dynamique comme une blessure tournée vers l'extérieur, non pas dans un sens métaphorique superficiel, mais dans une orientation psychique forcée. L'empathique ne savait pas s'asseoir avec ses propres émotions parce qu'il n'avait jamais appris à le faire. Il ne savait pas identifier ses besoins car son système était calibré pour détecter ceux des autres. Il ne savait pas poser de limites car l'idée même d'un espace intérieur à protéger n'avait jamais été pleinement construite. C'est cette structure qui entre en collision avec l'éveil. Et lorsque cela arrive, ce n'est pas doux. Un véritable éveil commence souvent par un effondrement du système extérieur, une relation destructrice, un partenaire impossible à sauver, une amitié à sens unique, un environnement familial qui punit chaque tentative d'authenticité. Quelque chose brise la croyance centrale de l'empathie, selon laquelle aimer plus fort donner davantage. Se sacrifier entièrement finira par réparer la situation. Quand cette croyance s'écroule, tout le système interne vacille. Ce que Jung observait, ce n'était pas seulement la douleur de cette rupture, mais le mouvement forcé s'ensuivait. L'empathique n'avait plus d'autre choix que de tourner vers lui-même les capacités qu'il avait toujours dirigées vers l'extérieur. Pour la première fois, il commençait à lire son propre paysage intérieur, et ce qu'il découvrait pouvait être bouleversant. Des années de tristesse non exprimée, de la colère enfouie, des besoins ignorés, des frontières jamais posées, un monde intérieur entier resté inexploré pendant qu'il gérait celui des autres.
Jung appelait cette étape la confrontation avec l'ombre. Pour l'empathique, elle est particulièrement intense, car son ombre ne contient pas seulement ses propres émotions réprimées, mais aussi celles qu'il a absorbées sans jamais les traiter. Chaque moment où il s'est trahi pour préserver la paix, chaque fois où il a dit oui alors qu'il pensait non, chaque renoncement silencieux pour maintenir une harmonie fragile. C'est souvent à ce stade que l'entourage s'inquiète. L'empathique se retire, il répond moins aux messages, il refuse certaines invitations, il semble plus distant. Certains parlent d'égoïsme, d'autres pensent qu'il a changé pour le pire. Mais ce qui se déroule réellement est un travail psychique d'une profondeur rare. Pour la première fois, il se rencontre lui-même, et cette rencontre demande du temps, du silence, de l'espace. Elle exige qu'il accorde à sa propre douleur la même attention qu'il accordait à celle des autres. Elle exige qu'il fasse le deuil des années passées à s'oublier. Ce premier mouvement de l'éveil n'est pas une destruction, même s'il en a l'apparence. C'est la désintégration d'un système qui ne pouvait plus soutenir votre évolution. L'ancienne version de vous-même commence à se dissoudre, non pour vous affaiblir, mais pour libérer l'espace nécessaire à quelque chose de plus aligné. Jung avait compris que ce passage était indispensable. On ne peut pas reconstruire sans d'abord voir clairement ce qui ne tenait que par habitude ou par peur. Ce que vous vivez n'est pas une perte de votre sensibilité. C'est la réorientation de cette sensibilité vers une base intérieure. Et c'est là que commence la véritable transformation. Il y avait une femme, Claire, psychologue scolaire de Han, connue dans son cercle professionnel pour son écoute extraordinaire. Ses collègues venaient la voir avant même de consulter un supérieur. Les élèves en difficulté la cherchaient instinctivement. Sa porte était toujours ouverte littéralement et symboliquement. Elle n'avait jamais appris à la fermer. Pendant 6 à 8 ans, Claire avait fonctionné ainsi. Présente pour tous, invisible pour elle-même. Chaque soir, elle rentrait chez elle avec les douleurs des autres logées dans sa poitrine, comme des pierres qu'elle ne savait pas déposer. Elle ne dormait pas bien. Elle se réveillait à couade du matin avec des pensées qui ne lui appartenaient pas. Les préoccupations d'un collègue, l'anxiété d'une famille, les conflits d'une administration. Son corps portait ce que son esprit refusait de nommer. Un matin d'octobre, une tension dans la mâchoire si violente qu'elle ne put ouvrir la bouche normalement au réveil. Son médecin lui parla de bruxisme sévère. Mais clavait que ce n'était pas seulement cela. Cette contracture était le langage de quelque chose de plus profond. Pendant des semaines, elle ignora le signal, continua, donna, soutint. La tension ne disparut pas. Elle migra vers les épaules, puis dans la nuque. Son corps parlait avec une insistance croissante. Un soir de novembre, seule dans sa voiture, après une réunion particulièrement épuisante, elle posa les mains sur le volant et ne put pas démarrer. Elle resta là dans l'obscurité, et pour la première fois depuis des années, elle ne pensa à personne d'autre qu'elle-même. Elle se demanda simplement « Qu'est-ce que je ressens, moi ?» La question parut étrange, presque illicite. Les larmes vinrent sans avertissement. Pas des larmes de tristesse ordinaire. Quelque chose de plus vaste, de plus ancien. 6 mois plus tard, après un travail intérieur exigeant, Claire commença à consulter un thérapeute jungien. Elle apprit à reconnaître ses propres émotions avant celles des autres. Elle commença à fermer sa porte. Certains collègues furent surpris, quelques-uns furent déçus, mais la tension dans sa mâchoire disparut entièrement. Ce que le corps de Claire savait, avant que son esprit l'accepte. La perméabilité sans frontières n'est pas un don. C'est une blessure qui se présente comme une vertu. Après l'effondrement initial, quelque chose d'essentiel commence à se réorganiser. Ce n'est pas spectaculaire. Il n'y a pas de lumière aveuglante, ni de révélation mystique instantanée. Ce qui se produit est plus subtil, mais infiniment plus structurant. Jung avait remarqué que chez l'empathique traversant un éveil authentique, les mêmes capacités perceptives demeuraient intactes, mais leur direction changeait radicalement. Ce qui était autrefois un système ouvert, perméable à tout, commence à développer une forme d'intelligence sélective.
La personne ne perd pas sa sensibilité. Elle apprend à l'orchestrer. Avant cette transformation, tout pénétrait sans filtre. Les émotions des autres devenaient les siennes. Les tensions d'une pièce s'imprimaient en elle, comme si son système nerveux n'avait aucune frontière. Il n'y avait pas de distinction claire entre percevoir et absorber. Tout était immédiat, total, parfois écrasant. Après l'éveil, cette confusion se dissout progressivement. L'empathique découvre qu'il peut ressentir sans se laisser envahir. Il peut observer sans internaliser automatiquement. Jung décrivait ce phénomène comme l'apparition d'une perméabilité choisie. Non pas un mur rigide, non pas une fermeture défensive, mais une membrane consciente, capable de s'ouvrir ou de se refermer selon la nature de ce qui se présente. Arrêtez-vous un moment. Sentez la différence entre ces deux images, le mur et la membrane. L'une bloque tout, l'autre choisit. C'est précisément ce choix qui définit la maturité émotionnelle jungienne. Cette évolution déroute souvent l'entourage. Ceux qui avaient l'habitude d'un accès illimité à l'énergie émotionnelle de l'empathique peuvent interpréter ce changement comme un retrait ou une froideur. Pourtant, il ne s'agit pas d'indifférence, il s'agit d'une maturation. L'empathique éveillé peut être présent face à la souffrance d'autrui sans la ramener chez lui comme un fardeau. Il peut reconnaître une manipulation sans se laisser piéger par elle. Il peut sentir l'atmosphère d'un environnement sans en être submergé. La perception reste aiguë, mais l'absorption automatique cesse. Jung insistait sur un point crucial. L'ancienne manière d'absorber n'était pas une preuve de compassion supérieure. Elle relevait souvent d'un réflexe traumatique déguisé en amour. L'enfant qui avait appris à anticiper les humeurs parentales pour rester en sécurité devenait l'adulte incapable de se protéger émotionnellement. L'éveil brise ce mécanisme. Il force une révision profonde de la façon dont l'aide est offerte et reçue. Avant, l'empathique intervenait dès qu'il percevait une douleur. Il se sentait responsable. Il ne pouvait pas tolérer le malaise sans chercher à le résoudre. Ce comportement paraissait généreux, mais Jung y voyait une stratégie d'évitement. Tant que l'attention était tournée vers la réparation des autres, l'empathique n'avait pas à confronter son propre vide intérieur. Après l'éveil, cette compulsion s'estompe. L'aide n'est plus une urgence identitaire. Elle devient un choix conscient. L'empathique peut être témoin de la souffrance sans s'approprier la mission de la réparer. Il peut offrir du soutien lorsqu'il en a la capacité réelle, sans se vider pour maintenir une image de bonté. Ce changement transforme profondément la qualité des relations. L'aide issue d'un sentiment de plénitude n'a pas la même texture que celle issue d'un besoin de validation. Elle est plus précise, plus ancrée, plus respectueuse des limites mutuelles. Jusqu'ici, nous avons exploré comment l'empathique passe d'un système d'absorption totale à une perméabilité consciente et choisie dans la vie quotidienne. Cela se manifeste lorsqu'une personne autrefois incapable de refuser une demande commence à évaluer ses ressources avant de répondre et dit non sans s'en excuser longuement. Mais il y a quelque chose que nous n'avons pas encore abordé. Que se passe-t-il lorsque la colère, cette émotion longtemps banne, refait surface? Et pourquoi Jung considérait-il cette réémergence non comme une régression, mais comme un signe d'intégration? Ce déplacement interne s'accompagne d'un phénomène que Jung considérait comme déterminant, la réappropriation de la colère. Avant l'éveil, l'empathique évitait le conflit. Il minimisait ses désaccords, avalait ses frustrations, s'excusait d'exister lorsque sa présence dérangeait. Il associait la colère à une perte de moralité ou de spiritualité. Il croyait que la bonté excluait toute forme de fermeté. En réalité, il avait simplement perdu l'accès à une énergie essentielle à la protection de son intégrité. Lorsque l'ombre remonte à la surface, la colère refoulée apparaît. Elle peut surprendre par son intensité initiale. Il n'est pas rare que l'empathique traverse une phase où ses refus sont plus abrupts que nécessaires, comme si des années de silence devaient d'abord trouver une voie d'expression plus marquée. Jung considérait ce passage comme un ajustement naturel.
Le pendule doit parfois aller trop loin avant de se stabiliser au centre. Progressivement, la colère cesse d'être explosive pour devenir structurante. Elle ne cherche plus à détruire, elle définit, elle pose des limites claires, elle affirme sans agressivité. Ce développement marque l'émergence d'une autorité intérieure. L'empathique ne s'efface plus pour préserver la paix. Il peut exprimer un désaccord sans se sentir coupable. Il peut occuper l'espace sans se justifier. Ce n'est pas une perte de douceur, c'est l'acquisition d'une colonne vertébrale psychique. La tendresse, désormais, ne repose plus sur la fuite vers l'approbation. Elle repose sur une base solide. Jung appelait cela l'intégration des contraires, la capacité d'être à la fois compatissant et inébranlable, ouvert et délimité, accessible sans être exploitable. Prenons un moment pour intégrer cela dans votre propre expérience. Posez une main sur votre sternum. Respirez lentement, profondément. Laissez l'air descendre jusqu'au ventre, puis remonter doucement. Pensez à une situation récente où vous avez dit oui alors que tout en vous voulait dire non. Ne l'analysez pas. Observez simplement ce que vous ressentez dans votre corps en ce moment. Une contraction, une chaleur, un poids dans la poitrine. Respirez encore une fois, lentement. Demandez-vous intérieurement quelle part de moi a accepté par choix véritable et quelle part a cédé par peur du conflit ou du rejet. Laissez la question se déposer. Ne cherchez pas de réponse immédiate. Ce n'est pas un exercice intellectuel, c'est une écoute. 3 respirations lentes, puis revenez. Cette nouvelle configuration modifie radicalement la dynamique relationnelle. Ceux qui ont profité inconsciemment de l'ancienne version de l'empathique peuvent ressentir une frustration face à cette solidité inattendue. L'empathique n'explique plus indéfiniment ses positions. Il ne négocie plus son droit à exister. Il ne cède plus pour éviter l'inconfort. Ce repositionnement peut provoquer des départs. Certaines relations construites sur le déséquilibre ne survivent pas à la rééquilibration. Jung ne minimisait pas cette perte. Il reconnaissait la douleur qu'elle génère, mais il soulignait aussi qu'une relation fondée sur l'autofacement ne peut soutenir une identité intégrée. Dans cette phase, l'empathique apprend que toutes les connexions ne sont pas destinées à durer. Certaines étaient liées à une version antérieure de lui-même. Lorsque cette version disparaît, les liens qui en dépendaient se dissolvent naturellement. Ce processus peut donner l'impression d'un isolement soudain. Pourtant, il s'agit d'un tri nécessaire. L'espace libéré par ces départs prépare l'arrivée de relations plus alignées, construites non sur le sauvetage ou la dépendance, mais sur l'intégrité réciproque. Ce qui se met en place dans cette deuxième étape est une réorientation profonde du pouvoir perceptif. L'empathique cesse d'être un capteur passif et devient un acteur conscient de son monde intérieur. Il découvre qu'il peut choisir ses engagements, qu'il peut ressentir sans se dissoudre, qu'il peut aimer sans se sacrifier. Cette transition n'est pas confortable. Elle demande de renoncer à une identité familière, mais elle ouvre la voie à une stabilité nouvelle, fondée non sur l'approbation externe, mais sur une cohérence interne retrouvée. Il y avait un homme, Antoine, 58 ans, directeur d'une ONG humanitaire depuis plus de 2 décennies. Toute sa vie avait été construite autour du service. Il avait traversé des zones de conflit, négocié avec des gouvernements instables, coordonné des équipes dans des conditions extrêmes. Sa résistance était légendaire. Sa capacité à tenir dans l'adversité semblait sans limite. Mais il y avait quelque chose que personne ne voyait. Chaque nuit, avant de s'endormir, Antoine passait en revue les besoins de chaque membre de son équipe, les crises potentielles du lendemain, les appels qu'il n'avait pas encore passés. Il ne savait pas comment ne pas penser à cela. L'arrêt semblait dangereux, presque immoral. Son estomac était perpétuellement noué, une tension sourde qu'il avait appris à ignorer depuis si longtemps qu'il la prenait pour normale. Un soir, lors d'une conférence à Genève, un collègue lui fit remarquer doucement « Tu n'as pas ri une seule fois depuis que je te connais. » Antoine haussa les épaules.
Mais cette nuit-là, il ne put pas dormir. Non pas à cause d'une crise humanitaire, à cause de cette phrase simple, directe, vraie. Il commença à se demander à quel moment il avait cessé d'être une personne pour devenir une fonction. Quand avait-il mangé un repas sans penser à autre chose qu'à ce repas? Quand avait-il regardé un coucher de soleil sans l'analyser comme une métaphore de la fatigue mondiale? 2 ans plus tard, Antoine prit un congé sabbatique, ce que son entourage professionnel comprit mal. Il marcha seul dans les Pyrénées pendant 3 semaines. Il ne répondit à aucun message. Il pleura 2 jours entiers sans comprendre pourquoi. Puis progressivement, le nœud dans son estomac commença à se desserrer. Il revint différent, toujours engagé mais capable de rire, capable de déléguer, capable de dire à un collègue en crise « Je t'entends, mais je ne peux pas porter ça pour toi ce soir ». Ce qu'Antoine avait découvert dans ces montagnes, se vider entièrement pour les autres, n'est pas un acte d'amour. C'est une disparition lente, confondue avec la vertu. À mesure que cette réorganisation intérieure s'approfondit, un autre changement majeur apparaît, souvent mal compris par l'entourage. La relation à la solitude se transforme radicalement avant l'éveil. L'empathique redoutait d'être seul. Le silence représentait un espace dangereux car il exposait à son propre monde intérieur, non résolu. S'occuper des autres, répondre aux appels, être constamment sollicité. Tout cela constituait une manière efficace d'éviter cette confrontation. Les relations, aussi intenses soient-elles, servaient parfois de refuge contre soi-même, tant qu'il y avait quelqu'un à soutenir, à comprendre, à sauver. Il n'était pas nécessaire de regarder en face ses propres manques. Jung observait que cette fuite n'était pas consciente. L'empathique se percevait comme généreux, disponible, engagé. Mais en profondeur, l'agitation relationnelle masquait souvent une peur plus intime, celle de découvrir un vide intérieur, une douleur accumulée, une identité fragile, reposant entièrement sur le regard extérieur. L'éveil interrompt cette dynamique lorsque le système ancien s'effondre. L'empathique n'a plus d'autre choix que d'entrer dans cet espace qu'il a évité pendant des années. Au début, cette solitude peut sembler écrasante. Elle confronte à des émotions longtemps repoussées. Elle met en lumière les concessions répétées, les désirs ignorés, les compromis qui ont construit une vie partiellement étrangère à soi-même. Mais progressivement, quelque chose change. L'espace intérieur cesse d'être hostile. Il devient fertile. Jung notait que les empathiques ayant traversé cette phase développaient une vie intérieure d'une richesse remarquable. Le monde qu'ils avaient négligé devient une source d'intuition, de créativité, de clarté. Ce qui paraissait vide révèle une profondeur insoupçonnée. Ce basculement modifie profondément la manière dont l'empathique interagit avec le monde extérieur. Il n'a plus besoin d'une stimulation constante pour se sentir vivant. Il peut passer du temps seul sans ressentir de manque. La solitude ne signifie plus exclusion, elle signifie régénération. Elle devient un sanctuaire où l'identité se consolide pierre après pierre. Cette transformation peut inquiéter ceux qui associaient son bonheur à sa disponibilité permanente. L'empathique, autrefois présent à chaque événement, toujours prêt à répondre, commence à décliner des invitations. Il choisit ses engagements, protège son énergie, ne se justifie plus de préférer le calme à l'agitation. Ce retrait n'est pas un repli dépressif, même si certains l'interprètent ainsi. C'est une ressent. Jung insistait sur le fait que l'individuation implique une différenciation profonde. L'empathique doit apprendre à exister indépendamment du rôle qu'il joue pour les autres. Cette autonomie intérieure crée parfois une distance temporaire avec ceux qui ne comprennent pas le processus, mais elle est essentielle à la stabilisation de l'identité. Nous avons exploré jusqu'ici comment la solitude cesse d'être une menace pour devenir un espace de consolidation intérieure et comment l'empathique apprend à différencier son être de ses fonctions relationnelles dans la vie concrète. Cela apparaît lorsque quelqu'un commence à annuler des engagements, non paresse, mais parce qu'il sent viscéralement que sa présence en ce lieu précis le viderait plutôt que de l'enrichir.
Mais il reste quelque chose d'encore plus subtil à explorer. L'émergence de ce que Jung appelait le témoin intérieur. Et pourquoi cette instance psychique change tout à la manière dont l'empathique traverse les émotions intenses. Un autre phénomène se développe parallèlement, l'apparition de ce que Jung appelait le témoin intérieur. Avant l'éveil, l'empathie était entièrement fusionnée avec ses expériences. S'il ressentait de la tristesse, il devenait la tristesse. S'il percevait la colère d'autrui, elle envahissait son système sans filtre. Il n'y avait aucune distance entre la perception et l'identification. Tout était immédiat, total, envahissant. Après la transformation, un espace subtil apparaît. L'empathique peut ressentir une émotion tout en étant conscient qu'il la ressent. Il peut observer une dynamique relationnelle sans y être aspiré automatiquement. Cette capacité ne diminue pas l'intensité des sentiments. Au contraire, elle les rend plus clairs. Mais elle introduit une stabilité nouvelle. Il existe désormais un centre qui tient. Même lorsque les vagues émotionnelles se lèvent, ce témoin intérieur devient une ancre psychologique. Il permet à l'empathique de naviguer dans des environnements complexes sans perdre son équilibre. Il peut percevoir la manipulation sans s'y soumettre. Il peut reconnaître la souffrance sans se noyer dedans. Il peut traverser une émotion difficile sans la considérer comme une menace identitaire. Jung voyait dans cette émergence l'établissement du soi comme principe organisateur de la psyché. L'ego, autrefois occupé à maintenir l'approbation externe par une adaptation constante, cède la place à une structure plus stable, moins réactive, plus enracinée. Ce n'est pas un détachement froid, c'est une présence plus profonde. Cette nouvelle stabilité change la qualité de la présence de l'empathique. Il n'est plus agité par le besoin de plaire ou de réparer. Il écoute sans s'épuiser. Il parle sans s'excuser d'exister. Il peut être profondément engagé tout en restant centré, ce qui est infiniment plus rare et plus précieux qu'une disponibilité sans fond. Essayons quelque chose ensemble. Maintenant, fermez les yeux si cela vous est possible. Sinon, laissez votre regard doucement sur un point fixe devant vous. Prenez une longue inspiration. Retenez-la 3 secondes, puis expirez lentement. Complètement. Imaginez que vous êtes assis au bord d'une rivière. Les émotions qui traversent votre vie en ce moment, les inquiétudes, les tensions, les deuils en cours sont des feuilles qui flottent sur l'eau. Vous les voyez passer, vous ne les saisissez pas. Vous n'êtes pas dans la rivière. Vous êtes sur la rive. Respirez, observez. Vous êtes le témoin de votre propre vie intérieure. Pas son otage. Encore une respiration profonde. Laissez l'image se déposer. Cette maturité intérieure crée un effet particulier sur ceux qui entourent l'empathie éveillée. Jung remarquait que ces individus devenaient des catalyseurs naturels de transformation. Non parce qu'ils cherchaient à influencer, mais parce que leur intégrité rendait les dynamiques inconscientes plus visibles. Lorsqu'une personne ayant intégré son ombre entre dans une pièce, les masques deviennent plus difficiles à maintenir. Les jeux relationnels apparaissent plus clairement. Non pas parce que l'empathique confronte agressivement, mais parce que sa cohérence intérieure agit comme un miroir naturel. Cette qualité peut inspirer ou déstabiliser. Certains se sentent encouragés à évoluer, d'autres se sentent menacés par une présence qui ne participe plus au compromis tacite de l'illusion partagée. Ce pouvoir catalytique n'est pas spectaculaire. Il ne repose pas sur des discours ni sur des stratégies. Il repose sur la simple authenticité. Être aligné avec soi-même crée un champ dans lequel les constructions relationnelles artificielles perdent de leur force. Jung considérait cette présence intégrée comme un don véritable, bien plus puissant que l'ancien schéma d'absorption et de sauvetage. L'empathique éveillé n'a plus besoin de se sacrifier pour avoir un impact. Sa cohérence suffit. Cependant, cette évolution a un coût. Toutes les relations ne supportent pas cette intégration.
Certaines étaient fondées sur la dépendance, sur la complémentarité des blessures, sur un rôle fixe où l'empathie donnait et l'autre recevait. Lorsque cette structure disparaît, l'équilibre change. Certaines personnes s'éloignent, d'autres tentent de ramener l'empathie à son ancien fonctionnement en invoquant la culpabilité ou la nostalgie. Cette perte peut être douloureuse. Jung ne l'ignorait pas. Il reconnaissait que l'individuation implique parfois un rétrécissement du cercle social. Mais ce qui émerge ensuite est différent en nature. Les nouvelles relations qui apparaissent sont moins dramatiques, moins fusionnelles, mais plus solides. Elles ne reposent pas sur le besoin d'être sauvées ou d'être sauveurs. Elles reposent sur une intégrité partagée, deux individus entiers, choisissant de se rencontrer plutôt que deux blessures, cherchant à se compléter. Cette qualité relationnelle est plus rare, mais elle est durable. Il y avait une femme, Isabelle, 47 ans, traductrice littéraire, qui avait passé toute sa vie adulte à servir de ponte émotionnelle entre les personnes de son entourage. Ses amis l'appelaient en premier lors d'une rupture, d'un deuil, d'une crise professionnelle. Elle avait une capacité remarquable à trouver les mots justes, à contenir la détresse de l'autre, à transformer la confusion en clarté, elle ne savait pas recevoir. Jamais. Lorsque quelqu'un lui demandait comment elle allait, elle répondait en 30 secondes et redirigeait immédiatement la conversation vers l'autre. Ce n'était pas de la politesse, c'était de l'esquive. Quelque chose en elle ne pouvait pas tolérer d'être le sujet, d'être vue, d'être tenue. Pendant des années, elle avait eu une amie proche, Marguerite, avec laquelle elle parlait chaque semaine. Isabelle écoutait, Marguerite parlait. L'équilibre semblait naturel, confortable. Jusqu'au jour où Isabelle, après une période de traversée intérieure particulièrement intense, commença à parler d'elle-même, de sa propre fatigue, de son propre désarroi. Marguerite, lors du 3e appel de ce type, dit quelque chose qui résonna comme une révélation douloureuse. « Tu n'es plus la même. Je ne sais plus comment être avec toi. » Isabelle ressentit un nœud dans la gorge si serré qu'elle mit plusieurs secondes à retrouver sa voix. Elle comprit à cet instant que leur amitié avait existé parce qu'elle avait accepté d'être invisible. Cette prise de conscience fut à la fois libératrice et déchirante. Elle ne rappela pas Marguerite, pas par rancœur, par une lucidité nouvelle. 6 mois plus tard, elle se lia d'amitié avec une femme rencontrée lors d'un atelier d'écriture, quelqu'un qui posait des questions sur elle et attendait vraiment la réponse. La nouveauté de cette expérience fut presque vertigineuse, ce qu'Isabelle découvrit dans cette perte. Certains liens ne survivent pas à notre guérison, non parce que la guérison est un échec, mais parce que le lien était bâti sur notre incomplétude. Dans cette 3e étape, l'empathie comprend que la transformation n'est pas une perte de sensibilité, c'est une maturation de cette sensibilité. Elle ne disparaît pas. Elle s'organise, elle se structure, elle trouve un contenant suffisamment solide pour s'exprimer sans se dissoudre. La solitude devient une alliée. Le témoin intérieur devient un guide et l'identité cesse d'être une réaction pour devenir une présence consciente. Lorsque toutes ces transformations commencent à se stabiliser, l'empathique découvre quelque chose d'essentiel. Il n'est pas en train de devenir quelqu'un d'autre. Il devient enfin lui-même. Ce qui a disparu, ce n'est pas sa sensibilité, ni sa profondeur, ni sa capacité d'aimer ce qui s'est dissous. C'est la structure qui l'obligeait à s'oublier pour exister. Jung voyait dans cette étape l'aboutissement d'un véritable processus d'individuation. Les dons perceptifs restent intacts, mais ils ne servent plus la survie psychologique, ils servent la souveraineté intérieure. L'empathie éveillée peut toujours lire une pièce avec précision. Il perçoit encore les tensions invisibles, les incohérences subtiles, les besoins implicites. La différence est fondamentale. Il choisit désormais ce qu'il en fait. Il ne se sent plus obligé d'intervenir. Il ne confond plus conscience et responsabilité. Il peut ressentir profondément, sans se laisser définir,
par ce qu'il ressent. Il peut aimer intensément sans se dissoudre dans l'autre. Il peut s'engager pleinement sans perdre son centre. Jung soulignait que cette stabilité ne rend pas la vie plus simple, elle la rend plus réelle. L'empathie cesse de fonctionner sur la base d'un rôle. Il n'est plus le médiateur automatique, le consolateur inépuisable, celui qui comprend tout le monde, sauf lui-même. Il devient un individu différencié, capable de relations authentiques, parce qu'il n'a plus besoin d'être indispensable pour se sentir légitime. Cette transformation est silencieuse, mais radicale. Elle ne cherche pas l'approbation. Elle ne cherche pas à prouver sa valeur. Elle s'appuie sur une cohérence intérieure qui n'a plus besoin d'être confirmée par le regard extérieur. Cependant, cette authenticité a un prix et Jung insistait sur cette dimension avec une clarté sans concession. L'empathie éveillée perd inévitablement certaines relations. Les dynamiques construites sur le déséquilibre ne survivent pas à l'équilibre retrouvé. Lorsque la personne qui donnait sans compter commence à poser des limites, ceux qui recevaient sans questionner peuvent ressentir une perte, parfois une trahison. Certains accuseront l'empathique d'avoir changé pour le pire. D'autres parleront d'égoïsme. D'autres encore tenteront de raviver la culpabilité ancienne pour restaurer l'ancien système. Ce moment est délicat. Il exige une solidité nouvelle. Il exige la capacité de supporter d'être mal compris sans revenir en arrière. Il est important de comprendre que cette perte n'annule pas la douleur. L'empathique peut savoir qu'une relation était dysfonctionnelle et pourtant pleurait sa fin. Les deux réalités coexistent. Jung ne minimisait jamais cette ambivalence. Il rappelait que grandir implique parfois de laisser derrière soi des liens qui ne pouvaient pas évoluer avec nous. La solitude peut temporairement s'intensifier à ce stade, mais elle n'est plus vide. Elle est habitée par une identité plus claire, plus cohérente, plus fidèle à ce que la personne a toujours été au plus profond d'elle-même, avant les rôles, avant les masques, avant les stratégies de survie relationnelle. Ce qui remplace les relations anciennes n'a pas la même intensité dramatique. Les nouvelles connexions sont plus calmes, plus équilibrées, moins fusionnelles. Elles ne reposent pas sur le besoin d'être sauvées ou de sauver. Elles émergent d'un choix mutuel entre deux individus entiers. Ce type de lien peut sembler moins spectaculaire, mais il est profondément stable. Il ne dépend pas d'une blessure partagée, il repose sur une intégrité réciproque. Jung en est venu à considérer l'empathique éveillée comme une démonstration vivante de ce que peut devenir une sensibilité intégrée. La profondeur émotionnelle ne disparaît pas, elle s'enracine. La capacité d'aimer ne diminue pas, elle cesse d'être sacrificielle. L'intuition ne s'éteint pas, elle se discipline. Tout ce qui était autrefois orienté vers la survie relationnelle devient un instrument au service d'une vie alignée. Laissez ces mots descendre en vous. Ne les analysez pas tout de suite. Sentez simplement ce qu'ils éveillent. Si vous traversez actuellement cette transformation, si vous êtes dans cette phase où l'ancienne version de vous-même semble se dissoudre et où l'incertitude domine, comprenez ceci. Vous n'êtes pas en train de vous perdre. Vous êtes en train de vous structurer. L'effondrement n'est pas une fin, c'est une reconstruction invisible. La personne qui absorbait tout pour maintenir l'harmonie disparaît pour laisser place à quelqu'un capable d'habiter sa propre réalité. Cette version de vous-même sera peut-être plus silencieuse, plus sélective, plus ancrée. Elle semblera moins disponible pour les exigences permanentes des autres, mais elle sera plus vraie. Vous aiderez peu, être moins souvent, mais lorsque vous le ferez, ce sera par choix, et non par compulsion. Vous ressentirez toujours profondément, mais vous ne porterez plus ce qui ne vous appartient pas. Vous paraîtrez plus ferme aux yeux de ceux qui préféraient votre douceur sans limite. Et pourtant, cette fermeté sera la condition d'une véritable tendresse. Une tendresse qui ne saigne plus. Une tendresse offerte librement parce qu'elle s'appuie sur une base solide, sur un sol intérieur suffisamment dense pour que les racines tiennent. C'est cela que Jung avait observé. L'éveil ne transforme pas l'empathique en quelqu'un de froid. Il le transforme en quelqu'un d'entier, ni plus dur, ni moins sensible,
simplement alignées. Les capacités demeurent, mais elles servent enfin sa propre vie, et non uniquement celle des autres. Ce processus peut être déstabilisant. Il peut sembler long. Il peut impliquer des pertes que personne autour de vous ne comprend entièrement. Mais il conduit à une présence intérieure que rien d'extérieur ne peut facilement ébranler. Une présence qui n'a plus besoin de justification, qui n'a plus besoin de validation, qui existe par elle-même, pour elle-même et pour le monde depuis cet endroit stable. Ce travail que vous faites, même silencieusement, même dans l'obscurité de vos nuits les plus longues, ce travail est réel. Il laisse des traces dans la matière de votre être. Chaque fois que vous choisissez la lucidité plutôt que le confort de l'illusion, vous participez à ce que Jung appelait l'individuation. Vous devenez plus pleinement vous-même. Et cela change la qualité de chaque relation, de chaque conversation, de chaque acte de soin que vous offrez au monde. Portez votre lumière dans vos zones d'ombre. Merci d'avoir exploré l'esprit avec nous. À bientôt sur l'esprit de Juné. Si ce voyage au cœur de l'esprit résonne en vous, abonnez-vous pour poursuivre cette exploration ensemble. Monsieur